15 janvier 1944, 7 heures du matin. La température atteignait 15 degrés en dessous de zéro au camp de prisonnières de Schirmeck, érigé sur les berges sombres de la Bruche, dans la région d'Alsace, territoire français sous occupation nazie depuis 1940. Le vent tranchant qui descendait des Vosges apportait avec lui non seulement le froid qui brûlait la peau, mais l'odeur âcre de fumée des cheminées et l'odeur métallique de la peur. Claire Duret, 29 ans, se tenait debout lors de l'appel matinal. Ses mains tremblaient, pas seulement à cause du froid. Elle pouvait à peine maintenir son corps droit. Ses jambes vacillaient, et chaque fois qu'elle essayait de s'ajuster, de déplacer légèrement le poids d'un côté à l'autre, elle le ressentait. Une douleur aiguë, profonde, insupportable. La même douleur que toutes ressentaient ici, mais dont personne n'osait parler à voix haute. À ses côtés, une femme aux cheveux grisonnants, peut-être dans la quarantaine, laissa échapper un gémissement étouffé. Un des gardes se retourna immédiatement. « Silence !» cria-t-il en allemand. La femme mordit sa lèvre inférieure jusqu'au sang. Claire serra les poings dans les poches déchirées de son uniforme rayé. Elle connaissait cette douleur. Toutes la connaissaient. C'était la douleur qui venait après l'acte. L'acte que les soldats allemands imposaient comme châtiment, comme contrôle, comme moyen de briser la dignité de ces femmes jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien d'autre qu'une obéissance aveugle. Claire avait été capturée 3 mois auparavant, en octobre 1943, dans un couvent bénédictin aux abords de Strasbourg. Elle n'était pas religieuse, elle était messagère de la résistance. Elle transportait, cousue dans la doublure de son manteau, des documents chiffrés contenant des informations sur les routes d'évasion des pilotes alliés abattus au-dessus de la France. Lorsque les soldats de la Gestapo envahirent le couvent, Claire tenta de brûler les papiers. Elle n'y parvint pas. Elle fut traînée dehors, battue devant les religieuses et emmenée à Schirmeck, un camp qui officiellement n'existait pas dans les registres nazis, mais qui était bien connu parmi les Français de la résistance comme l'endroit d'où personne ne revient. Schirmeck était différent des grands camps d'extermination comme Auschwitz ou Dachau. Il n'y avait pas de chambres à gaz. Mais il y avait quelque chose d'également dévastateur. La torture psychologique et physique appliquée de manière méthodique, calculée, spécialement sur les femmes. Le camp abritait environ 200 prisonnières, infirmières capturées, espionnes, messagères de la résistance, institutrices accusées d'avoir caché des juifs et civiles dénoncés par des voisins collaborateurs. Toutes partageaient le même destin, travail forcé dans les usines de munitions voisines, interrogatoires brutaux et l'acte. L'acte était quelque chose que les gardes accomplissaient avec une fréquence presque rituelle. Ce n'était pas un viol au sens conventionnel, bien que cela se produisait aussi. C'était quelque chose de pire, plus humiliant, plus destructeur. Les soldats obligèrent les prisonnières à s'asseoir sur des objets pointus, rugueux, tranchants. Parfois, c'étaient des morceaux de bois avec des clous légèrement exposés. Parfois, des barres de métal chauffées. D'autres fois, ils les forçaient simplement à rester assises sur des surfaces gelées de béton pendant des heures, pendant qu'elles étaient interrogées ou obligées de regarder d'autres femmes être torturées. L'objectif était clair, détruire la capacité de ces femmes à ressentir de la dignité, les transformer en ombre. Et cela fonctionnait. Beaucoup de prisonnières, après des semaines de ce traitement, pouvaient à peine marcher. Certaines développaient des infections graves, d'autres saignaient en silence, cachant la douleur parce qu'elles savaient qu'admettre une faiblesse signifiait être envoyée au bloc médical, d'où peu revenaient. Claire n'avait pas encore vécu le pire, mais elle savait que c'était une question de temps. Au cours des 3 mois depuis sa capture, elle avait été interrogée 6 fois. Toujours la même question, qui est le chef de la cellule de résistance à Strasbourg? Et toujours la même réponse, je ne sais pas. Mais elle savait très bien. Le chef était Étienne Duret, son frère cadet. Étienne n'avait que 26 ans, mais il était déjà responsable de la coordination des routes d'évasion, du sabotage des lignes ferroviaires utilisées par les nazis et de la transmission d'informations de renseignements aux Alliés via radio clandestine. Claire avait été arrêtée précisément alors qu'elle transportait un message de lui vers un contact à Saverne. Si elle parlait, Étienne serait capturé, et avec lui, des dizaines d'autres résistants. Alors Claire se taisait et payait le prix. Ce matin de janvier, après l'appel, les prisonnières furent conduites en file vers la cour de travail. La neige accumulée crissait sous les pieds nus de beaucoup d'entre elles.
Claire portait des chiffons enroulés autour de ses pieds à la place de chaussures. En marchant, chaque pas était un effort conscient. La douleur pulsait, aiguë, constante. Elle respirait profondément, essayant de garder un visage inexpressif. C'est alors qu'elle vit quelque chose qui la fit s'arrêter pendant une fraction de seconde. Dans le coin de la cour, près du baraquement des outils, se trouvait une jeune femme. Elle ne devait pas avoir plus de 20 ans, assise sur le sol gelé, les yeux fixés sur le vide. Son uniforme était déchiré au niveau des cuisses. Il y avait du sang. Claire reconnut l'expression sur ce visage. C'était l'expression de quelqu'un qui avait abandonné. « Avance !» cria un garde, poussant Claire dans le dos. Elle trébucha, mais ne tomba pas. Elle continua d'avancer. Mais elle ne pouvait pas chasser cette image de sa tête. Cette femme était ce que toutes ici risquèrent de devenir. Et Claire jura à ce moment-là qu'elle ne permettrait pas que cela lui arrive. Pas tant qu'elle aurait encore la force de résister. Ce soir-là, après 12 heures passées à transporter des caisses de munitions dans un entrepôt glacial, Claire retourna au baraquement qu'elle partageait avec 50 autres femmes. Il n'y avait pas de lit, seulement des planches de bois couvertes de paille humide. L'odeur était insupportable, sueur, urine, maladie. Mais Claire s'y était habituée. Elle se traîna jusqu'à son coin au fond du baraquement et s'allongea sur le côté, évitant toute pression sur la région qui brûlait encore de douleur. Puis, avec précaution, elle retira de la doublure du matelas de paille un petit morceau de papier, arraché d'un sac de ciment, et un morceau de charbon qu'elle avait trouvé près de la fournaise. Et elle commença à écrire. Des noms, des dates, de brèves descriptions, tout ce qu'elle parvenait à se rappeler de ce qu'elle avait vu ce jour-là. C'était dangereux. Si elle était découverte, elle serait exécutée immédiatement. Mais Claire sentait qu'elle devait le faire. Que quelqu'un un jour aurait besoin de savoir ce qui s'était passé ici. Elle écrivit « 15 janvier 1944 ». Jeune femme, cheveux foncés, uniforme déchiré, assise dans la cour du sang, regard vide, nom inconnu, elle devait avoir 20 ans, peut-être moins. Puis elle rangea le papier dans la doublure et ferma les yeux. La douleur était toujours là, mais aussi la détermination. Elle survivrait, peu importe le prix. Mais ce que Claire ne savait pas encore, c'était que ce camp gardait des secrets bien plus sombres qu'elle ne pouvait l'imaginer, et que dans moins de 2 semaines, elle serait forcée de prendre la décision la plus difficile de sa vie, un choix qui déterminerait non seulement son destin, mais celui de centaines d'autres femmes qui dépendaient de son silence. Ce que les soldats feraient ensuite dépasserait toutes les limites de la cruauté humaine, et Claire serait au centre de tout cela. Il y a des histoires que le temps tente d'effacer, des histoires de femmes dont les voix ont été réduites au silence par la guerre, par la honte, par la peur. Mais la vérité trouve toujours un chemin. Et aujourd'hui, des décennies plus tard, les registres laissés par Claire Duret nous rappellent que témoigner de la douleur d'autrui et préserver sa mémoire est un acte de courage. Si cette histoire vous a touché, si vous avez ressenti l'urgence que des voix comme celle de Claire ne soient pas oubliées, laissez dans les commentaires d'où vous regardez. Chaque commentaire, chaque geste de soutien est une façon d'honorer ces femmes. Et si vous souhaitez suivre d'autres histoires vraies comme celle-ci, des histoires que le monde doit connaître, abonnez-vous à la chaîne, parce que certaines histoires ne peuvent pas mourir dans le silence. 28 janvier 1944. 2 semaines s'étaient écoulées depuis ce matin dans la cour. Claire Duret était maintenant assise, avec une extrême précaution, sur une chaise en bois grossier à l'intérieur d'une salle d'interrogatoire. La pièce sentait le moisi et le tabac. Une ampoule suspendue au plafond se balançait légèrement, projetant des ombres irrégulières sur les murs écaillés. En face d'elle, de l'autre côté d'une table tachée, se tenait l'officier responsable des interrogatoires, Hauptsturmführer Klaus Richter de la SS. Richter avait environ 40 ans, un visage anguleux, des yeux clairs et froids comme la glace. Il parlait français avec un accent lourd, mais couramment. Il avait étudié à Paris avant la guerre, il connaissait la culture française, et il utilisait cette connaissance comme une arme. Il savait exactement comment déstabiliser les prisonniers français, non seulement par la violence physique, mais par l'humiliation psychologique raffinée. « Mademoiselle Duret, dit-il, traînant les mots avec un sourire presque courtois, vous êtes ici depuis 3 mois. Et vous insistez encore pour me dire que vous ne savez pas qui commande la cellule de résistance à Strasbourg. » Claire garda les yeux fixés sur la table. Ses mains étaient attachées dans son dos.
Elle pouvait sentir la douleur pulsant à la base de sa colonne vertébrale. Elle respira profondément. Je vous l'ai déjà dit. Je n'étais qu'une messagère. Je ne connaissais pas les chefs. Richter soupira théâtralement. Il se leva, marcha jusqu'à l'étroite fenêtre qui donnait sur la cour enneigée. « Vous savez, Claire, dit-il, utilisant son prénom avec une fausse familiarité, « vous me rappelez ma sœur, elle aussi était têtue. Elle croyait en des causes perdues. Elle est morte dans un bombardement à Dresde. Avez-vous des frères et sœurs ?» Claire ne répondit pas. Richter se retourna. Le silence, alors. Très bien. Il revint vers la table, ouvrit un dossier marron et en sortit plusieurs photographies. Il les étala devant Claire. C'étaient des images de corps, des femmes, des prisonnières. Certaines étaient clairement mortes, d'autres, presque. Ces femmes aussi étaient têtues, dit Richter. Elles croyaient aussi que protéger des informations en valait la peine. Regardez-les maintenant. Voyez-vous une quelconque valeur à cela? Claire détourna le regard. Richter frappa la table de sa main. Regardez. Elle regarda et reconnut l'un des visages. C'était la jeune femme qu'elle avait vue dans la cour 2 semaines auparavant, celle aux cheveux foncés, celle qui était assise par terre, saignant. Maintenant, elle était morte. Les yeux ouverts, vitreux. Claire sentit son estomac se retourner. Richter se pencha sur la table. « Vous pouvez éviter cela, Claire. Il suffit de me donner un nom, un seul nom. » Claire leva lentement les yeux et dit d'une voix ferme « Je ne sais rien. » Richter l'étudia longuement, puis sourit, un sourire froid, calculé. « Très bien. Alors nous devrons continuer avec les méthodes actuelles. Mais cette fois, nous allons intensifier. » Il fit un geste. 2 soldats entrèrent dans la pièce. L'un d'eux portait un seau en métal, l'autre une barre de fer. Claire sentit la panique monter dans sa gorge, mais elle se força à ne rien montrer. Richter marcha jusqu'à la porte. Avant de sortir, il se retourna. « Vous allez vous asseoir sur cette chaise, Claire, et vous allez rester assise jusqu'à ce que vous me donniez ce que je veux, ou jusqu'à ce que vous ne puissiez plus vous lever, ce qui arrivera en premier. » La porte se referma. Les soldats s'approchèrent. Le temps perdit tout son sens. Claire ne savait pas combien d'heures s'étaient écoulées. Cela aurait pu être 1 heure, cela aurait pu en être 4. La douleur était si intense que son corps avait commencé à entrer en état de choc. Elle tremblait violemment. La sueur coulait sur son visage malgré le froid. Les soldats avaient placé sous elle une planche hérissée de clous rouillés, à peine recouverte d'un tissu mince. Chaque mouvement, aussi infime soit-il, déchirait sa chair. Il ne posait même plus de questions. C'était simplement une torture pour la torture, une démonstration de pouvoir absolu. Claire serrait les dents jusqu'à ce que sa mâchoire la fasse souffrir autant que le reste de son corps. Elle refusait de crier. Elle refusait de leur donner cette satisfaction. À un moment, l'un des soldats, un jeune homme qui ne devait pas avoir plus de 22 ans, détourna le regard. Il semblait mal à l'aise. L'autre soldat, plus âgé, le remarqua et ricana. « Tu deviens mou, Friedrich. Ce ne sont que des terroristes françaises, des traîtresses. » Le jeune soldat ne répondit pas, mais il ne regarda plus Claire non plus. Finalement, elle s'évanouit. Son corps céda simplement, incapable de supporter davantage. Quand elle se réveilla, elle était de retour au baraquement. Quelqu'un l'avait traînée jusque-là. Elle était allongée sur le ventre, sur la paille. Elle ne pouvait pas bouger. Chaque tentative d'ajuster sa position envoyait des vagues de douleur à travers son corps. Une voix douce résonna à côté d'elle. « N'essaie pas de bouger encore. » Claire tourna la tête avec effort. C'était Marguerite, une femme d'environ 50 ans, ancienne infirmière de Lyon, emprisonnée pour avoir soigné des blessés de la résistance. Marguerite avait des mains habiles et un regard compatissant qui semblait déplacé dans cet enfer. « Qu'est-ce qu'ils ont fait ?» parvint à murmurer Claire. Marguerite trempa un chiffon dans l'eau. Elle n'était pas propre, mais c'était tout ce qu'il y avait, et le passa délicatement sur le visage de Claire. Ce qu'ils font toujours. Mais cette fois, c'était pire. Tu as beaucoup saigné. J'ai réussi à stopper l'hémorragie, mais tu dois éviter toute pression pendant quelques jours. Des jours? Claire faillit rire, mais la douleur l'en empêcha. Demain, nous aurons l'appel à 7 heures, et le travail juste après. Marguerite soupira. Je sais. Elle hésita, puis dit à voix basse, « Claire, tu dois parler. Ils vont te tuer.
et cela ne sauvera personne. Claire ferma les yeux. Des larmes coulèrent sur ses tempes. « Si je parle, mon frère meurt, et tous les autres avec lui. » Marguerite ne répondit pas. Elle continua simplement à nettoyer le visage de Claire, en silence. Autour d'elle, le baraquement bruissait de murmures étouffés. D'autres femmes observaient, certaines avec pitié, d'autres avec une résignation épuisée. Elles avaient toutes vu cela auparavant. Elles savaient comment cela se terminait. Une femme plus âgée, recroquevillée dans un coin sombre, marmonna « Elle ne tiendra pas. Personne ne tient. » Mais une autre voix, plus jeune, répondit « Elle a déjà tenu 3 mois. C'est plus que la plupart. » Claire entendait tout mais ne réagissait pas. Elle se concentrait simplement sur sa respiration. Inspirer. Expirer. Continuer à vivre, minute par minute. Cette nuit-là, quand le baraquement était plongé dans le silence et que la plupart des femmes dormaient ou faisaient semblant de dormir, Claire sortit à nouveau le morceau de papier caché. Ses mains tremblaient tellement qu'elle pouvait à peine tenir le morceau de charbon. Mais elle écrivit « 28 janvier 1944, interrogatoire avec Richter. Méthode intensifiée, barre de fer, planche à clous, douleur insupportable. Marguerite m'a aidé. Je ne peux pas céder. Étienne ne peut pas mourir à cause de moi. » Puis elle ajouta, d'une écriture tremblante, « La jeune femme de la cour est morte. Je ne connaissais même pas son nom. Combien d'autres mourront sans que personne ne sache qui elles étaient ?» Elle rangea le papier. Et alors, pour la première fois depuis qu'elle avait été emprisonnée, Claire pleura. Elle pleura en silence, le visage enfoui dans la paille sale, le corps secoué de sanglots étouffés. Elle pleura pour la jeune femme aux cheveux foncés qui était morte. Elle pleura pour Marguerite, qui avait encore de la compassion au milieu de l'horreur. Elle pleura pour elle-même, pour la douleur qui semblait sans fin. Mais même en pleurant, Claire savait qu'elle ne céderait pas. Peu importe ce qu'il lui ferait. Peu importe combien de temps cela durerait. Elle protégerait Étienne. Elle protégerait la résistance. Et elle continuerait à écrire. Parce que si elle ne survivait pas, au moins elle laisserait un témoignage. Un registre que ces femmes avaient existé, qu'elles avaient souffert, qu'elles avaient résisté. Les jours suivants se transformèrent en une routine brutale. Chaque matin, l'appel à 7 heures, peu importe la température, peu importe l'état physique des prisonnières. Celles qui ne pouvaient pas se tenir debout étaient traînées dehors et laissées dans la neige jusqu'à ce qu'elles se lèvent ou meurent. Claire apprit à se tenir debout, même quand chaque fibre de son corps hurlait. Elle apprit à marcher sans boiter, même si chaque pas était une agonie. Elle apprit à garder son visage vide d'expression, même quand la douleur la faisait voir des étoiles. Le travail était épuisant. 12 heures par jour dans l'entrepôt de munitions, soulevant des caisses qui pesaient presque autant qu'elle. L'air était saturé de poussière de poudre qui irritait les poumons. Plusieurs femmes développèrent des toux chroniques qui les secouaient violemment la nuit. Mais le pire, c'étaient les interrogatoires. Richter la convoquait tous les 3 ou 4 jours. Parfois il était presque poli, offrant du pain et de l'eau en échange d'informations. D'autres fois, il était brutal, laissant ses hommes faire ce qu'ils voulaient. Claire apprit à reconnaître les signes. Quand Richter portait son uniforme complet, l'interrogatoire serait civilisé, juste des questions et des menaces psychologiques. Quand il portait sa veste ouverte et ses manches retroussées, cela signifiait que la session serait physique. Un après-midi de début février, Claire fut convoquée à nouveau. Richter portait sa veste ouverte. Cette fois, il avait une nouvelle approche. Il fit entrer une autre prisonnière dans la pièce, une femme que Claire ne reconnaissait pas, peut-être nouvellement arrivée. La femme était jeune, terrorisée, tremblant de tous ses membres. « Voici Simone » dit Richter calmement. « Elle vient d'être arrêtée à Colmar. Elle transportait des tracts de la résistance. Elle dit qu'elle ne sait rien d'autre. Maintenant, Claire, j'ai une proposition simple. Si tu me donnes le nom que je cherche, Simone pourra retourner au baraquement. Si tu refuses, elle prendra ta place ici. Le choix t'appartient. » Claire regarda la jeune femme. Simone devait avoir 18 ans, peut-être moins. Ses yeux suppliaient silencieusement. C'était une tactique vicieuse. Richter savait que Claire ne céderait pas pour sauver sa propre peau. Alors il essayait de la briser autrement, en la forçant à porter la responsabilité de la souffrance d'une autre. Claire ferma les yeux, respira profondément, puis dit « Je ne sais rien ». Richter hocha la tête comme s'il s'y attendait. « Très bien ». Il fit un geste aux gardes. « Emmenez mademoiselle Duret. Simone reste. » En sortant, Claire entendit les premiers cris de Simone.
Ils la poursuivirent tout le long du couloir, tout le chemin jusqu'au baraquement. Ils la poursuivraient dans ses rêves pendant des années. Cette nuit-là, Marguerite s'assit à côté de Claire. « Ce n'est pas ta faute, dit-elle doucement. »« Comment peux-tu dire ça ?» murmura Claire, fixant le plafond obscur. « Elle souffre à cause de moi. »« Elle souffre à cause d'eux, » corrigea Marguerite fermement. « Pas à cause de toi, ne les laisse pas te faire porter ça. » Claire se tourna pour la regarder. « Comment fais-tu? Comment gardes-tu ta bonté ici ?» Marguerite sourit tristement. « Parce que si je la perds, ils auront gagné. Et je refuse de leur donner ça. » Ce fut à ce moment que Claire comprit vraiment ce qu'était la résistance. Ce n'était pas seulement refuser de parler sous la torture, c'était refuser de laisser cet endroit détruire son humanité. C'était continuer à se soucier, à ressentir, à espérer, même quand tout semblait perdu. Les semaines continuèrent à défiler dans une monotonie horrible. Février céda la place à mars. La neige commença lentement à fondre, transformant le camp en un bourbier de boue et d'eau glacée. Claire continuait à écrire. Chaque nuit, quelques lignes. Des noms quand elle les connaissait. Des descriptions quand elle ne les connaissait pas. Des dates, des événements. Tout ce qui pourrait servir de témoignage. Elle avait maintenant une dizaine de morceaux de papier, tous cachés dans différentes parties de son matelas. Si l'un était découvert, les autres survivraient peut-être. Marguerite la regardait écrire parfois, ne disant rien, mais veillant à ce que personne d'autre ne voie. « Pourquoi fais-tu ça ?» demanda-t-elle une nuit. Claire s'arrêta d'écrire. « Parce que quelqu'un doit se souvenir. Si nous mourons toutes ici, qui racontera ce qui s'est passé ?» Marguerite hocha lentement la tête. « Alors je vais t'aider. Je me souviendrai des noms que tu oublies. » Et c'est ainsi que deux femmes, dans un baraquement glacial d'un camp oublié, commencèrent à construire un monument de mémoire. Pas de pierre ou de bronze, mais de mots, de témoignages, de vérité. Puis vint le 12 mars 1944. Ce jour-là, un nouveau convoi arriva à Schirmeck. 30 femmes, toutes arrêtées dans des rafles récentes à travers l'Alsace et la Lorraine. Elles furent alignées dans la cour, tremblantes, terrifiées, ne sachant pas encore ce qui les attendait. Claire les observa depuis sa position dans la file de travail. Elle vit leurs visages, certaines à peine plus âgées que des adolescentes, d'autres dans la soixantaine. Toutes partageaient la même expression, l'incompréhension absolue de comment leur vie avait pu basculer si rapidement. L'une des nouvelles arrivantes attira l'attention de Claire. C'était une femme d'environ 35 ans, aux cheveux roux, qui tenait la main d'une adolescente à côté d'elle, mère et fille de toute évidence. Cette nuit-là, les nouvelles furent réparties dans les différents baraquements. La femme rousse et sa fille arrivèrent dans celui de Claire. Marguerite les accueillit avec autant de douceur que possible dans ces circonstances. « Comment vous appelez-vous »« Anne, dit la femme, et voici ma fille, Louise. Elle a 16 ans. » Louise regardait autour d'elle avec des yeux immenses, horrifiés. Claire se souvenait de ce regard. C'était le sien, 3 mois auparavant. « Pourquoi sommes-nous ici ?» demanda Anne. « Nous n'avons rien fait. Il y a eu une erreur. » Marguerite et Claire échangèrent un regard. Elles avaient entendu cela tant de fois. « Je suis désolée, » dit simplement Marguerite. « Mais il n'y a pas d'erreur. Pas pour eux. » Cette nuit-là, Claire ajouta 2 nouveaux noms à ses registres. 12 mars 1944. Nouvelles arrivées. Anne et Louise, mère et fille. Louise a 16 ans. Trop jeune pour être ici, trop jeune pour ce qui va lui arriver. Les interrogatoires continuaient, le travail forcé continuait, et l'acte, toujours l'acte, appliqué comme châtiment collectif, comme moyen de contrôle, comme rappel constant qu'ici, dans ce camp, elles n'étaient pas des êtres humains. Elles n'étaient que des numéros, des objets. Mais Claire continuait à écrire et à résister, jusqu'à ce qu'en février 1944, quelque chose change, quelque chose qui forcerait Claire à agir d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée et qui scellera le destin de nombreuses femmes dans ce camp. 12 février 1944. L'hiver en Alsace était encore plus rigoureux. La neige tombait sans arrêt depuis 3 jours. Le camp de Schirmeck semblait enseveli sous un manteau blanc qui cachait la saleté, le sang, la misère, mais ne parvenait pas à cacher le froid qui pénétrait jusqu'aux os. Claire Duret se tenait dans la cour, aux côtés de 30 autres femmes, alignées en formation.
Elles avaient été convoquées à l'aube sans explication. Les gardes étaient tendus. Quelque chose se passait. Claire pouvait le sentir. Richter apparut accompagné de 2 officiers que Claire ne reconnaissait pas. L'un d'eux portait un uniforme de la Wehrmacht, pas de la SS. L'autre semblait être civil, peut-être de la Gestapo. Richter s'arrêta devant la formation et commença à parler en allemand. Un des gardes traduisait en français. « Les troupes alliées avancent », dit Richter d'une voix contrôlée. « Bientôt, cette région pourrait devenir une zone de combat. C'est pourquoi le haut commandement a décidé qu'une partie des prisonnières sera transférée vers d'autres camps. La liste est en cours de préparation. » Un murmure parcourut la file. Transfert. Vers où? Vers des camps plus grands? Des camps d'extermination? Richter continua. Cependant, il y a une opportunité pour certaines d'entre vous. Celles qui coopéreront, qui fourniront des informations utiles, seront maintenues ici sous une garde plus favorable. Les autres, il laissa la phrase en suspens. Il n'avait pas besoin de la terminer. Claire sentit son cœur s'emballer. C'était un piège, cela devait l'être. Mais cela pouvait aussi être vrai. Et si c'était le cas? Et si coopérer signifiait survivre? Et si résister signifiait être envoyé à Auschwitz, à Bergen-Belsen, vers une mort certaine? Elle regarda les femmes autour d'elle. Elle vit de la peur. Elle vit du désespoir. Elle vit, sur certains visages, de la tentation. Le vent glacial fouettait leurs visages. Certaines femmes tremblaient si violemment qu'elles pouvaient à peine rester debout. Claire observa Louise, la jeune fille de 16 ans arrivée quelques jours auparavant avec sa mère Anne. Les lèvres de l'adolescente étaient bleues. Ses yeux papillonnaient, comme si elle était sur le point de s'évanouir. Anne, à côté d'elle, essayait de la soutenir discrètement, mais les gardes remarquèrent le mouvement. « Pas de contact !» aboya l'un d'eux. Anne lâcha immédiatement sa fille. Louise vacilla mais parvint à rester debout. Richter observait la scène avec un intérêt détaché, comme un scientifique étudiant des spécimens. Puis il reprit. « Nous savons que certaines d'entre vous ont des informations précieuses, des noms, des emplacements, des plans. Nous sommes disposés à être généreux envers celles qui parleront volontairement. » Il fit une pause, laissant ses paroles s'installer. « Réfléchissez bien, ce soir, des entretiens individuels auront lieu. Ce sera votre dernière chance. » Cet après-midi-là, Claire fut convoquée à nouveau pour interrogatoire. Richter était seul cette fois. Pas de garde, pas de barre de fer. Juste lui, assis derrière le bureau, avec une tasse de café fumante dans la main. « Assieds-toi, Claire, » dit-il, presque gentiment. Il désigna la chaise de l'autre côté de la table. Claire hésita, puis s'assit avec une extrême précaution. La douleur était toujours là, mais elle était devenue une présence constante, presque familière. Richter prit une gorgée de café. L'odeur se répandit dans la pièce, une torture subtile pour Claire qui n'avait pas bu de vrai café depuis des mois. « Tu es intelligente, Claire, je l'ai toujours su, et c'est pourquoi je sais que tu comprends la situation. La guerre est en train de changer. Les Alliés vont gagner. Ce n'est qu'une question de temps. » Claire ne dit rien. « Alors, réfléchis avec moi, » continua Richter. « Pourquoi mourir pour une cause déjà perdue? Pourquoi protéger des gens qui sont probablement déjà morts, ou emprisonnés, ou qui t'ont oublié? » Claire leva les yeux. « Mon frère ne m'a pas oublié. » Richter sourit. « Ah, alors c'est lui. Étienne Duret, chef de la cellule de Strasbourg. »« Oui, Claire, nous le savions déjà. » Claire sentit son sang se glacer. Richter se pencha en avant. « Nous avons capturé l'un de ces hommes il y a 2 semaines. Il a parlé. Pas beaucoup, mais suffisamment. Alors tu vois, tu as protégé ton frère pour rien. Il est déjà dans notre ligne de mire. » Claire ne pouvait plus respirer. Ce ne pouvait pas être vrai, ce ne pouvait pas. Richter continua, implacable. « Mais il y a une chose que cet homme ne nous a pas dite. Où se trouve l'émetteur radio? Et c'est ce que je veux de toi. Dis-moi où se trouve la radio et je garantis que toi et ton frère resterez en vie. Ici, ensemble, jusqu'à la fin de la guerre. Tu refuses, et vous mourrez tous les deux. Aussi simple que cela. » Il ouvrit un tiroir et en sortit une nouvelle photographie. La poussa vers Claire. C'était une image floue, prise de loin, mais reconnaissable. Étienne, marchant dans une rue de Strasbourg. La photo était récente. On pouvait voir la neige au sol. « Nous le surveillons, » dit Richter doucement. « Nous pouvons le prendre quand nous voulons, mais je préfère obtenir le réseau entier.
Alors je te donne ce choix. Aide-moi et je l'épargne. Refuse et il sera arrêté demain matin, avec tous ceux qui travaillent avec lui. Claire regarda la photographie. C'était bien Étienne, son petit frère. Celui qu'elle avait aidé à apprendre à lire. Celui qui grimpait aux arbres dans le jardin de leur maison d'enfance à Mulhouse. Celui qui avait pleuré quand leur père était mort. Sa gorge se serra. Ses mains tremblaient. « Donne-moi jusqu'à demain », murmura-t-elle. Richter hocha la tête. « Jusqu'à demain, à midi ». Claire retourna au baraquement dans un état de choc. Marguerite la vit arriver et s'approcha immédiatement. Qu'est-ce qui s'est passé? Claire raconta tout. Chaque mot, chaque menace, chaque promesse. Marguerite écouta en silence, puis dit « Il ment. À propos de ton frère, à propos de tout. C'est ce qu'ils font. » « Et s'il ne ment pas ?» Marguerite soupira. « Alors tu as un choix impossible. Mais souviens-toi, même si tu parles, même si tu leur donnes la radio, ils ne t'épargneront pas, ni ton frère. Ils vont t'utiliser, puis ils vont te tuer. C'est ce qu'ils font toujours. » Claire savait que Marguerite avait raison, mais le doute, le terrible doute, rongeait son esprit. Anne, la mère de Louise, s'approcha. Elle avait entendu la conversation. « J'ai parlé », dit-elle doucement, la voix remplie de honte. « Cet après-midi, ils m'ont convoqué. Ils ont menacé Louise. Ils ont dit qu'ils feraient des choses à ma fille si je ne parlais pas. » Claire et Marguerite se tournèrent vers elle. « Et qu'as-tu dit » demanda Marguerite, sans jugement dans la voix. « Je leur ai donné des noms » chuchota Anne, les larmes coulant sur ses joues. « Des gens qui m'avaient aidé, des gens qui cachaient des Juifs dans leur ferme. Je leur ai tout dit. » Elle s'effondra, sanglotant. « Je suis une lâche, je sais, mais je ne pouvais pas les laisser toucher à ma fille. » Marguerite prit Anne dans ses bras. « Tu as fait ce que tu devais faire pour protéger ton enfant. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est de l'amour. » Claire observait, le cœur serré. Elle comprenait. Mon Dieu, comme elle comprenait. Si elle avait eu un enfant, aurait-elle pu résister? Ou aurait-elle cédé comme Anne? Mais Étienne n'était pas son enfant. C'était son frère, un adulte, un combattant qui avait choisi ce chemin en connaissance de cause. Est-ce que cela changeait quelque chose? Cette nuit-là, Claire ne put pas dormir. Elle resta allongée dans l'obscurité, écoutant les respirations irrégulières des autres femmes, les pleurs étouffés, les cauchemars murmurés. Elle sortit son morceau de papier. Mais cette fois, ce n'était pas un registre de ce qui s'était passé. C'était une lettre pour Étienne. « Étienne, si tu lis ceci, cela signifie que tu as survécu. Cela signifie que la résistance a gagné. Je veux que tu saches que je n'ai pas parlé. Peu importe ce qu'ils te disent, peu importe ce qu'ils trouvent, je n'ai pas cédé. Je t'ai protégé. Je vous ai tous protégés. Et si je suis morte pour cela, c'était un choix que j'ai fait en toute clarté. Parce que tu es mon frère, et parce que je crois que ce que vous faites, ce que tous ceux de la résistance font, est la seule chose qui compte. Ne pleure pas pour moi. Continue simplement. Claire. » Elle plia le papier, le cacha avec les autres, et attendit l'aube. Mais l'aube n'apporta pas de clarté, seulement plus de doute, plus de peur. À 8 heures du matin, un garde vint au baraquement. « Duret, dehors !» Ce n'était pas encore midi. Richter changeait les règles. Claire se leva, chaque mouvement une agonie. Elle suivit le garde à travers la cour boueuse, jusqu'au bâtiment d'interrogatoire. Mais cette fois, il ne l'emmena pas dans la salle habituelle. Ils la conduisirent dans une pièce plus grande, au sous-sol. Une pièce que Claire n'avait jamais vue auparavant. Richter était là, ainsi que 4 autres officiers SS. Et au centre de la pièce, attachée à une chaise, se trouvait Louise. La jeune fille de 16 ans était terrorisée. Ses yeux cherchèrent ceux de Claire, implorants. « Non », murmura Claire. « Non, elle n'a rien à voir avec... »« Elle a tout à voir », coupa Richter. « Tu vois, Claire, j'ai réalisé quelque chose. Tu ne parleras pas pour te sauver toi-même. Tu ne parleras même pas pour sauver ton frère, parce que tu penses, noblement, qu'il préférerait mourir plutôt que de voir la résistance compromise. » Il s'approcha de Louise, posa une main sur son épaule. La jeune fille frissonna. « Mais peut-être, continua Richter, parleras-tu pour sauver quelqu'un qui n'a rien choisi, quelqu'un d'innocent. Cette enfant n'est pas une résistante. Elle n'a pas fait de choix héroïque. Elle est juste une fille qui a eu le malheur d'être arrêtée avec sa mère. » Claire sentit la bile monter dans sa gorge.
Laissez-la partir, s'il vous plaît. Elle est juste une enfant. Alors donne-moi ce que je veux, dit Richter simplement. L'emplacement de la radio, et elle retourne au baraquement, indemne. Claire ferma les yeux. Les larmes coulèrent maintenant. Impossibles à retenir. C'était impossible. Comment pouvait-elle choisir? Comment pouvait-elle condamner son frère, condamner des dizaines de résistants, pour sauver une fille qu'elle connaissait à peine? Mais comment pouvait-elle regarder cet enfant dans les yeux et choisir de la laisser souffrir? Commença Claire, sa voix se brisant. La porte s'ouvrit brusquement. Un soldat entra, essoufflé. Il s'approcha de Richter et lui murmura quelque chose à l'oreille. L'expression de Richter changea. Contrariété. Puis colère froide. Il se tourna vers les autres officiers. « Nous avons une situation. Le convoi de munitions a été attaqué sur la route de Saverne, probablement la résistance locale. » Il jeta un regard à Claire. « Peut-être même ton frère. » Il fit un geste aux gardes. « Ramenez-les toutes les deux au baraquement. Nous reprendrons ceci plus tard. » Mais avant que les gardes ne puissent bouger, Richter s'approcha de Claire. Il se pencha, parla directement dans son oreille. « Tu as gagné du temps, Claire, mais pas beaucoup, et la prochaine fois, je ne serai pas aussi patient. » De retour au baraquement, Anne se précipita vers Louise, la serrant dans ses bras, sanglotant de soulagement. Claire s'effondra sur son coin de paille. Marguerite s'assit à côté d'elle. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Claire raconta. « Tout. » Marguerite resta silencieuse pendant un long moment, puis dit « Ils vont continuer. Ils vont utiliser chaque femme ici comme levier contre toi, jusqu'à ce que tu cèdes, ou jusqu'à ce qu'il ne reste plus personne. » « Alors qu'est-ce que je fais ?» demanda Claire, désespérée. Marguerite prit les mains de Claire dans les siennes. « Tu fais ce que tu as toujours fait. Tu résistes. Mais tu dois aussi comprendre quelque chose, Claire. Si tu parles, Richter ne tiendra pas sa promesse. Il ne sauvera personne. Il prendra l'information et il tuera tout le monde quand même. C'est ce qu'ils font. Comment peux-tu en être sûr ? » « Parce que j'ai vu cela arriver, » dit Marguerite, sa voix devenant distante. « À Lyon, une femme de notre réseau a été capturée. Ils ont menacé son fils, un garçon de 8 ans. Elle a parlé, leur a tout donné. Ils ont pris l'information, puis ils ont tué son fils devant elle, puis ils l'ont tué aussi. » Claire sentit quelque chose se briser en elle. « Alors, il n'y a pas d'issue. Quoi que je fasse, les gens meurent. »« Non, » dit Marguerite fermement. « Si tu ne parles pas, les gens de la résistance continuent à se battre. Ils continuent à sauver des vies. Ils continuent à faire ce qui doit être fait. Oui, certains d'entre nous ici pourraient mourir. Mais nous étions déjà condamnés au moment où nous avons été arrêtés. Toi, tu as encore le pouvoir de faire en sorte que nos morts aient un sens. » 13 février 1944. Midi. Claire se tenait à nouveau devant Richter. « Alors ?» demanda-t-il. « Tu as ta réponse. » Claire le regarda dans les yeux et dit d'une voix ferme « Je ne sais pas où se trouve la radio et même si je le savais, je ne vous le dirai jamais. » Richter l'étudia pendant un long moment, puis se renversa dans sa chaise et soupira. « Tu sais, Claire, j'espérais que tu serais plus intelligente. » Il fit un geste. Des gardes entrèrent. Claire fut traînée dehors, mais au lieu de la ramener au baraquement, ils l'emmenèrent dans la cour. Et là, devant toutes les prisonnières rassemblées, Richter annonça « Cette femme a refusé de coopérer. Par conséquent, elle sera un exemple. » Claire fut forcée à s'agenouiller dans la neige. Un des gardes leva une arme. Le temps sembla s'arrêter. Claire pouvait entendre son propre cœur battre. Elle pouvait sentir le froid de la neige contre ses genoux. Elle pensa à Étienne, à ses parents, à tous les visages des femmes qu'elle avait essayé de sauver en écrivant leurs noms. Ce fut alors que Marguerite cria « Non, je sais où se trouve la radio !» Richter se retourna. « Quoi ?» Marguerite sortit des rangs, chancelante. « J'ai travaillé avec la résistance à Lyon. Je sais où ils cachent les émetteurs. Je peux te montrer. » Richter hésita, puis fit un geste. Les gardes lâchèrent Claire et attrapèrent Marguerite. Claire essaya de crier, essaya de se lever, mais fut repoussée. Et tandis qu'elle était traînée vers le baraquement, elle vit Marguerite être emmenée vers le bâtiment d'interrogatoire, et elle sut. Marguerite venait de se sacrifier, pour la sauver. Cette nuit-là, Marguerite ne revint pas. Le lendemain non plus. Le 3e jour, son corps fut ramené, enroulé dans un vieux drap. Il y avait du sang. Beaucoup de sang. Anne et plusieurs autres femmes aidèrent à préparer le corps pour l'enterrement. Claire ne put pas regarder.
Elle resta dans son coin, fixant le mur, incapable de pleurer, incapable de ressentir quoi que ce soit, sauf une culpabilité écrasante. Ce soir-là, elle écrivit « 15 février 1944. Marguerite est morte. Elle s'est sacrifiée pour me sauver. Je ne méritais pas son sacrifice, mais je jure que je ne le gaspillerai pas. Je continuerai. Je témoignerai. Je ferai en sorte que le monde sache ce qui s'est passé ici. Pour elle, pour toutes les autres. Je le jure. » Claire savait qu'il n'y avait plus de temps. Les transferts allaient bientôt commencer. Et si elle était envoyée vers un autre camp, elle perdrait la chance de protéger les registres. Elle perdrait la chance de témoigner. Alors, elle prit une décision. Une décision qui changerait tout. Mais pour cela, elle devrait risquer sa vie d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée. Et ce qui se passerait dans les prochaines semaines serait l'acte le plus terrifiant et le plus courageux de résistance que ce camp ait jamais vu. Le 28 mars 1944, les troupes alliées se trouvaient à moins de 100 km de Schirmeck. Les bombardements nocturnes étaient fréquents. Claire pouvait entendre le grondement des explosions au loin, sentir la terre vibrer sous elle. Elle savait que le temps lui était compté. Marguerite était morte 3 jours après l'interrogatoire, officiellement à cause de complications médicales. Mais Claire connaissait la vérité. Elle avait vu le corps qu'on emportait, enveloppé dans un vieux drap. Elle avait vu le sang. Et elle avait juré que le sacrifice de Marguerite ne serait pas vain. Depuis ce jour-là, Claire avait pris une décision. Elle s'évaderait. Elle emporterait avec elle les registres, et elle ferait connaître au monde ce qui s'était passé là-bas. Mais s'échapper de Schirmeck relevait de l'impossible. Le camp était entouré de fils barbelés, de tours de garde, de patrouilles incessantes. Et même si elle parvenait à sortir, où irait-elle? Elle se trouvait en territoire occupé, sans papier, sans argent, sans contact. Pourtant, Claire possédait un atout. Elle connaissait le terrain. Avant son arrestation, elle avait passé des mois dans la région à transporter des messages. Elle connaissait les sentiers des montagnes des Vosges, les fermes isolées où les sympathisants de la résistance pouvaient cacher des fugitifs. Si elle parvenait jusque-là, l'occasion se présenta de façon inattendue. Le 2 avril, un bombardement allié tomba plus près qu'à l'habitude. Une des bombes frappa près du dépôt de munitions à l'extérieur du camp, provoquant une explosion gigantesque. Le chaos fut immédiat. Les gardes coururent éteindre les incendies. Les prisonnières furent réquisitionnées pour aider. Et au milieu de la confusion, Claire vit sa chance. Elle transportait des seaux d'eau lorsqu'elle remarqua qu'une partie de la clôture, endommagée par l'onde de choc, était moins surveillée. Elle regarda autour d'elle. Personne ne prêtait attention. Son cœur s'emballa. C'était maintenant ou jamais. Elle laissa tomber le seau, se mit à courir. Traversant la cour, elle atteignit la clôture. Le fil barbelé avait été en partie arraché. Elle réussit à passer, déchirant son uniforme, sentant la peau de sa jambe se fendre. Mais elle ne s'arrêta pas. Elle courut vers la forêt. Derrière elle, des cris, des coups de feu. Mais elle ne se retourna pas. Elle courait encore et encore. La douleur était atroce, mais l'adrénaline la portait. Elle courut jusqu'à ne plus pouvoir respirer. Jusqu'à ce que ses jambes cèdent. Et là, cachée derrière un tronc abattu, enfouie dans la neige, Claire attendit. Les gardes fouillèrent. Ils passèrent tout près, trop près. Mais l'obscurité et la neige la protégèrent. Après plusieurs heures, ils renoncèrent. Ils repartirent. Claire attendit encore, jusqu'à être sûre qu'ils étaient au loin. Alors elle se releva. Elle sortit de la doublure de son uniforme les morceaux de papier soigneusement pliés, les registres. Tout ce qu'elle avait écrit. Elle les rangea contre sa peau pour les protéger de l'humidité. Et elle se mit en marche, vers le sud, en direction des montagnes. Il lui fallut 6 jours. 6 jours sans nourriture décente, buvant l'eau glacée des ruisseaux, se cachant le jour, marchant la nuit. Claire était à bout de force lorsqu'elle aperçut enfin la ferme. Elle la reconnut. C'était la même où elle avait déposé des messages des mois auparavant. Elle se traîna jusqu'à la porte, frappa, faiblement, presque sans force. La porte s'ouvrit. Un vieil homme d'environ 70 ans la regarda stupéfait. Mon Dieu! Claire s'effondra. Quand elle reprit conscience, elle était allongée dans un vrai lit, recouverte de couvertures chaudes. Une femme, sans doute l'épouse du vieil homme,
était assise à côté d'elle, lui tenant la main. « Tu es en sécurité », murmura-t-elle doucement. « Tu es en sécurité maintenant. » Claire pleura. Pour la première fois depuis des mois, elle pleura non de douleur mais de soulagement. Claire resta cachée dans cette ferme pendant plusieurs semaines. Lentement, elle retrouva des forces. Et lorsqu'elle fut enfin capable de marcher sans aide, elle demanda des nouvelles de la résistance locale. Le vieil homme hésita, puis répondit « Il y a quelqu'un que tu dois rencontrer. » 2 jours plus tard, Claire fut transportée, dissimulée à l'arrière d'une charrette, sous la paille, jusqu'à une maison sûre à la périphérie de Sainte-Marie-aux-Mines. Là, dans une cave faiblement éclairée, elle le vit. Étienne, son frère, était vivant, amaigri, épuisé, une nouvelle cicatrice barrant son visage. Mais vivant. Lorsqu'il la vit, Étienne resta pétrifié. Puis il la serra contre lui, fort, tremblant. « On te croyait morte », murmura-t-il. Claire le serra à son tour. « J'y ai presque laissé ma vie. » Elle lui raconta tout. Schirmeck, Marguerite, les registres. Et quand elle eut terminé, Étienne contempla les feuilles froissées, tachées, que Claire avait si précieusement gardées. « Cela, dit-il d'une voix rauque, cela doit parvenir aux Alliés. Le monde doit savoir. » Les registres de Claire furent finalement remis à un officier du renseignement britannique en mai 1944, peu avant le débarquement. Ils furent utilisés comme preuve lors des procès de Nuremberg, des années plus tard. Mais pendant des décennies, ils restèrent archivés, oubliés. Jusqu'en 1973, lorsqu'un journaliste français, Philippe Mercier, enquêtant sur les crimes de guerre en Alsace, découvrit une boîte en bois dans le grenier d'une maison abandonnée à Sainte-Marie-aux-Mines. À l'intérieur, les papiers de Claire. Et une lettre adressée à qui de droit. Dans cette lettre, Claire expliquait tout. Les noms des femmes, ce qu'elles avaient enduré, et pourquoi elle avait tout risqué pour préserver ces documents. « Ces femmes n'ont jamais eu de voix », écrivait-elle. « Alors je suis devenue leur voix. Et maintenant je vous en supplie, ne les laissez pas tomber dans l'oubli. » Mercier publia l'histoire en 1974, provoquant une onde de choc en France. Les survivantes de Schirmeck, rares, très rares, commencèrent à témoigner, à raconter. Et pour la première fois, le monde entendit parler de l'acte, de la douleur silencieuse, de ces femmes qui avaient souffert, résisté et survécu contre toute probabilité. Claire Duret mourut en 1989, à l'âge de 74 ans, dans une petite maison à Lyon. Étienne était à son chevet. Elle consacra les dernières années de sa vie à donner des conférences dans les écoles, à écrire des articles, à s'assurer que l'histoire de ces femmes ne soit jamais effacée. Et aujourd'hui encore, les registres de Claire sont conservés au musée de la Résistance à Strasbourg. Dans une vitrine silencieuse, sous une lumière tamisée, des feuilles jaunies racontent une histoire qu'aucun manuel officiel n'a jamais racontée. Celle de femmes ordinaires qui affrontèrent l'indicible et qui, même dans la douleur la plus profonde, trouvèrent la force de résister. « Ça me fait mal quand je m'assois », écrivait l'une d'elles sur un bout de papier, « mais je suis encore debout. » Et elles le sont, toutes, debout, dans la mémoire, dans l'histoire, à jamais. Il y a des histoires qui se terminent, mais qui ne s'achèvent jamais vraiment. Parce que lorsque quelqu'un comme Claire écrit la vérité avec sa propre douleur, cette histoire cesse d'appartenir au passé. Elle devient la nôtre, à tous. Ce que vous venez d'entendre n'est pas seulement un récit de guerre. C'est un rappel de jusqu'où l'être humain peut aller, dans la cruauté comme dans le courage. Et peut-être que le plus important n'est pas ce qu'ils ont fait, mais ce qu'elles ont réussi à préserver. La dignité, même quand tout cherchait à la détruire. Si cette histoire vous a touché, si à un moment vous avez ressenti de la colère, de la tristesse ou de l'admiration, prenez un instant pour écrire un commentaire. Dites ce que vous avez appris de Claire. Chaque mot laissé ici est une façon de continuer ce qu'elle a commencé. Empêchez que la douleur de ces femmes tombe dans l'oubli. Les mots que vous écrivez aujourd'hui font partie du même témoignage qu'elle a risqué sa vie pour transmettre. Parce que ce souvenir, et partager, est un acte de résistance. Et c'est ainsi que la mémoire survit. Si vous croyez que des histoires comme celle-ci doivent continuer à être racontées, si vous pensez que le monde doit connaître ce que le silence a voulu effacer, abonnez-vous à la chaîne. C'est votre manière de dire. Moi aussi, je n'oublierai pas. Chaque abonnement, chaque message est plus qu'un simple geste. C'est un hommage vivant à Claire, à Marguerite, à Anne, à Louise,
à toutes celles qui ont souffert et résisté. Et grâce à ceux qui écoutent, qui écrivent, qui se souviennent, elles restent, encore aujourd'hui, debout.